Bonjour, bienvenue dans Comment aller plus loin dans la dématérialisation de votre entreprise. Pour animer le débat, nous avons Pierre Laugier, qui est en charge de la facturation électronique au sein du groupe L'Oréal. Nous avons Guillaume Sica, qui est directeur des programmes finance au sein de la direction digitale du groupe Plastic Omnium et qui est également membre du groupe de travail sur la digitalisation des entreprises au sein de la DFCG. Et nous avons Christophe Adam, qui est chef de produit Sage pour l'Europe du Sud. Donc pour commencer sur le thème d'aller plus loin de la dématérialisation des entreprises, nous allons commencer sur... Ah, pardon. C'est mieux comme ça? Nous allons commencer pour voir comment est-ce que la facturation électronique peut être le point d'entrée sur une dématérialisation plus globale des process financiers. Pierre? Oui, tout à fait. Donc, on va élargir après un peu sur l'ensemble des aspects de la dématérialisation fiscale. On voulait rentrer sur la réforme, qui est un peu un point d'entrée pour la dématérialisation fiscale. Pour présenter cette réforme, elle s'appuie sur 3 piliers. Donc, le premier pilier, c'est la dématérialisation des factures domestiques en B2B. Le deuxième pilier, c'est un pilier de e-reporting sur les échanges internationaux, donc les factures B2B internationales et le B2C. Et le troisième pilier de cette réforme, c'est un portail gouvernemental qu'on appelle la PPF, qui est le portail de l'État qui centralise l'ensemble de ces factures. En termes d'obligation, c'est une obligation progressive, donc qui a été décalée. Donc effectivement, on aurait été vraiment en plein dedans si ça n'avait pas été décalé. On a un petit peu de temps, mais ce temps, il va servir à faire tout un tas de choses. Donc il y a 2 types d'obligations. D'une part, les obligations de réception, où toutes les entreprises devront être prêtes pour septembre 2016. Et concernant les obligations... 2026, pardon, excusez-moi. Et au niveau des obligations d'émission, je vais y arriver, et d'e-reporting, ce sera 2026 pour les grandes entreprises et les ETI, et 2027 pour les PME. La spécificité du modèle français, et ce qui crée aussi sa complexité, c'est le modèle en Y. C'est-à-dire qu'effectivement, l'État a délocalisé un petit peu la capacité à faire ces échanges auprès de partenaires qu'on appelle PDP. Et donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs modalités pour faire ces échanges, soit directement envoyer sa facture sur le portail et réceptionner sa facture sur le portail, ou alors passer par un partenaire de dématérialisation qu'on appelle PDP, pour justement faire ces échanges-là. Le gros avantage d'un PDP, et c'était une des volontés de l'État français, c'était de maintenir les flux EDI existants dans pas mal d'entreprises. Et donc, c'est pour ça que l'État a opté pour ce modèle qui permet justement de maintenir ces flux-là. Oui, mais je vais compléter un petit peu autour du projet, puisqu'effectivement, nous, en tant qu'éditeurs, nos clients nous rapportent que finalement, c'est qu'une formalité, c'est qu'une idée reçue qui serait qu'il suffit de mettre à jour son logiciel et puis on va passer la facture électronique. Mais ça va un peu plus loin que ça, pour le coup, puisqu'il y a trois éléments clés à prendre en compte. Il y a la donnée, tout d'abord, avec la qualité de la donnée dans votre système d'information, dans votre ERP, puis il y a également sa complétude. Et ça, c'est un point essentiel pour se préparer à l'envoi demain ou à la réception de la facture électronique. Eh bien, il faut que l'ensemble des fiches tiers de votre système d'information soient à jour, que les numéros de SIRET, les numéros de TVA, etc. soient complets, qu'on ait supprimé les doublons pour que ça arrive sur le bon tiers. Donc tous ces éléments de données eh bien, sont aussi à traiter en amont, sont à prendre en compte dans le cadre de ce projet. Il y a un deuxième élément important, c'est la partie processus organisationnel dans l'entreprise, puisque bien évidemment le fait de dématérialiser la facture fait que votre organisation interne va évoluer. Je vais donner 2 exemples. L'exemple, par exemple, de l'avoir, au lieu de réémettre une facture comme on le fait aujourd'hui, bien demain, il faudra
proprement émettre un avoir pour annuler la facture qui avait été émise et puis ensuite émettre la facture corrigée. Donc ce sont des éléments qui vont faire évoluer et transformer un peu vos processus au quotidien et ça c'est également quelque chose qui peut s'anticiper dès maintenant. Et puis le troisième élément autour du projet qui impacte l'entreprise dans le cadre de la mise en place de la facture électronique, eh bien c'est tout ce qui va être évidemment applicatif, hein, identifier quelles sont vos applications, votre ERP, vos solutions de démat, de l'EDI par exemple, qui vont être impactées demain par cette réforme et qui vont devoir être mis à jour pour pouvoir justement répondre correctement à cette obligation. Et clairement, nous, c'est justement, chez Sedge, pour le coup, on s'attache à garantir finalement sur les dernières versions de nos produits eh bien, l'accès natif à la PDP, à la PPF, pardon, comme tu l'évoquais à l'instant. Mais moi, j'ai pas grand chose à ajouter là. Est-ce que la réforme, juste après le déjeuner, ça doit quand même être. C'est quelque chose à digérer, quoi. La démat, c'est pas de la tarte. En fait, depuis 20 ans, on parle à peu près de 2 milliards de factures par an hein, en France. Depuis 20 ans, on a fait à peu près 20% du chemin avec l'EDI. Donc c'est bien d'avoir voulu conserver l'EDI, mais il nous reste 80% du chemin à parcourir. Alors, ce n'est pas forcément représentatif de dire des chiffres comme ça, mais ça permet de se donner quand même une idée de la distance. Quels sont les bénéfices attendus de la mise en place de la facturation électronique ou plus largement de la dématérialisation des process financiers, Guillaume? Alors, sur les bénéfices, l'idée, ça va être vraiment d'avoir une approche de bout en bout. Donc, on a repris quelques beaux graphiques qui ont été faits par le Hackett. Et qui montre finalement que, et c'est un graphique qui se lit finalement comme un manga de gauche à droite, parce qu'on va viser l'efficacité, évidemment, prise de décision, on va entendre beaucoup de ça dans l'alignement avec les objectifs métiers, comment on optimise son BFR avec au-delà de cette réforme. La réalité de ce sujet, c'est quand même d'aller chercher des gains de productivité, donc de l'efficience. Réduire le coût de traitement, et là, tous les KPI qu'on va vouloir regarder dans un projet de dématérialisation, ils vont être beaucoup orientés sur le temps de cycle et le coût de traitement. En fait, l'exemple, l'image du bas, nous montre, alors elle est un peu contre-intuitive parce qu'elle se lie aussi de gauche à droite. Quand on démarre, on est souvent dans un processus papier, et on va passer par quelques étapes pour aller chercher des gains incrémentaux à chaque fois. Et il n'est pas interdit de sauter une étape. Donc on démarre vers le papier, on va avoir évidemment des gains de productivité importants si on passe sur des outils d'OCR, des outils qui existent depuis de nombreuses années, qui ne sont pas en place partout, des outils de workflow, et ça c'est un point extrêmement important, s'il y a des entreprises qui ne sont pas équipées de workflow, voilà quelque chose qui sera extrêmement utile post-réforme, mais qui est déjà utile et qui apporte des gains tangibles, je dirais, dès qu'on l'a mis en place. Recevoir ces factures par PDF, par email. Alors je tiens à préciser qu'une facture envoyée par PDF, email, n'est pas une facture dématérialisée. La facture dématérialisée, c'est l'étape qu'on appelle Advanced Electronics ou Hackett Group. Donc les XML et tout ce qui est processus de PO Flip. Là, on voit qu'on a quand même gagné, on est passé d'un coût de traitement qui coûtait 6 à un coût de traitement qui coûte 2. En tout cas, c'est le benchmark du Hackett qu'on peut croire pour leur sérieux. Les entreprises les plus avancées, et ça rebondira sur l'expérience que Pierre et moi partageons en commun hein, dans un grand groupe, sur la mise en place de l'autofacturation ou des cartes logées, donc on appelle les Picards. Donc, pour aller au-delà, puisque c'est le thème de notre intervention. Donc, comment aller au-delà de la facturation électronique? On voit que, finalement, au-delà de la facturation électronique, il y a quand même des choses à faire, mais elles ne sont pas évidentes et ça ne vient pas tout de suite. Et juste pour rebondir sur ce qui a été dit et sur ce qui va être dit après, c'est que plus on avance, plus ça va induire de changements au sein de l'entreprise. Parce que, par exemple, on va s'apercevoir que on passe pas tout de suite sur le prochain slide, hein, mais on va s'apercevoir que quand j'ai du papier, je peux transmettre du papier, et ma facture, elle peut être validée comme ça. Quand j'ai un scan, je vais transférer un mail peut-être. Et puis quand j'ai un XML, qu'est-ce que je vais transférer? Et c'est là où effectivement, comme le disait Guillaume, je vais avoir besoin d'un outil de workflow
pour justement générer l'approbation de ma facture. Mais l'intérêt de cet outil de workflow, c'est qu'il va être beaucoup plus simple à utiliser pour le business, et c'est là-dessus aussi, et aussi simple pour la compta, et c'est là-dessus aussi où on va gagner de l'efficacité et de l'efficience. Et comment transformer la contrainte que constitue la facturation électronique en une opportunité, Pierre? Alors, quand on regarde le graphe d'avant, on s'aperçoit, et c'est le premier point, c'est que certaines entreprises sont très très avancées. Et donc malheureusement pour elles, elles vont devoir investir pour justement conserver cette avance et maintenir l'existence, c'est-à-dire maintenir ce qu'elles ont fait. Donc pour elles, ce n'est pas terrible. Après, ces entreprises-là, il n'y en a pas beaucoup. La grande majorité des entreprises, elles, au contraire, elles sont soit en papier, soit en PDF, quelques-unes en EDI, certaines en EDI et très peu en XML. Et elles vont gagner parce que justement, elles vont devoir transformer, déjà réfléchir sur leur process de bout en bout, sur comment j'envoie une facture de manière dématérialisée et comment je la reçois de manière dématérialisée. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça veut dire que leur facture, demain, si leurs données clients sont pas bonnes, elle ne va pas rentrer dans le portail. Donc, elles ne pourront plus facturer. Donc, elles vont être obligées, quelque part, de clarifier leur base de données clients, base de données fournisseurs aussi, mais déjà de réfléchir sur ce processus-là. Et ça, c'est des bons... On avait parlé de robots quand on avait préparé cet atelier. Très bon use case pour des robots. Donc, ça veut dire que mon coût de traitement de master data, il peut descendre en faisant de l'optimisation. Ensuite, je parlais de la validation, par exemple, ou la réception des factures. Tiens, la réception des factures, elle va être complètement centralisée. J'aurai plus de factures qui va aller à droite, à gauche, parce que l'XML, il va aller sur un portail. Le portail, il sera branché sur la compta, et quelque part, à un moment, il n'y aura pas 150 points de réception des factures. Il y en aura un seul qui sera le portail et la compta. Je reçois des factures qui seront déjà quelque part des informations électroniques. Donc ça permettra d'avoir une meilleure qualité de données qui permettra notablement, comptablement, des saisies automatiques. C'est-à-dire qu'on transmettra le fichier dans la compta et après de la comptabilisation automatique aussi. Donc tout ça, tous ces éléments-là, pris bout à bout sur le process, permettra une bien meilleure qualité de données, des processus, on va dire, optimisés, qui nous permettront de rentrer dans les couches supérieures qu'on a vues tout à l'heure avec des coûts à x2 au lieu de x6. Ouais, je voulais rajouter un petit truc sur la partie suivi, reporting et déclaratif, parce qu'on voit effectivement que toute cette donnée justement qui va être structurée, qui va être de qualité, qui va être certifiée, dans certains cas d'ailleurs, eh bien c'est finalement une vraie opportunité aussi pour les entreprises pour pouvoir l'exploiter, pour aller au-delà du reporting un peu classique que l'on voit, des indicateurs, des tableaux de bord, des KPI, on les appellera comme on veut, mais c'est d'avoir quelque chose qui permette de s'appuyer sur toute cette richesse au niveau de la ligne de facture par rapport à des notions de transport, par rapport à des notions de produits, de fournisseurs, de pouvoir exploiter cette donnée également dans le cadre de reporting, par exemple RSE, on pense au CSRD qui arrive, et de pouvoir mettre de l'intelligence aussi derrière cette donnée pour pouvoir d'une part la contrôler en amont, mais également l'exploiter pour qu'on puisse construire des indicateurs un peu prédictifs, des indicateurs qui soient sectoriels par rapport à sa typologie d'activité, par rapport à sa région. Et c'est clairement un enjeu majeur demain pour pouvoir exploiter aussi tout le bénéfice de cette facture électronique avec toute cette donnée. Et d'ailleurs, nous on le constate, on a un certain nombre d'entreprises qui utilisent nos solutions qui, à travers cette donnée dématérialisée, l'exploitent déjà aujourd'hui pour construire des indicateurs plus pertinents dans le cadre de leur activité propre et de leur processus propre. Quel gain peut-on viser? Alors, les gains visés, ils sont très nombreux. On a d'abord tous en tête, évidemment, la maîtrise de sa balance AG, que ce soit du côté des paiements ou du receivable. Donc, on va effectivement... Les paiements en retard, ça devient, on a le risque de contrôle, je dirais, en temps réel. Donc, il y a peut-être certains qui ont eu des contrôles de la direction de la concurrence, donc ils savent de quoi on parle.
la maîtrise de son DSO, avoir la visibilité sur les délais de paiement. Est-ce que la facture a bien été reçue? Est-ce qu'elle est enregistrée? Est-ce qu'elle est validée? Donc là, les statuts vont nous donner une visibilité finalement dans la comptabilité de notre partenaire. Ensuite, c'est une opportunité parce qu'on peut en profiter pour mettre en place un certain nombre de contrôles, renforcer son contrôle interne, détecter la fraude, la facturation abusive. Pourquoi pas simplement détecter des anomalies qu'on a aujourd'hui dans nos propres systèmes comptables. Vous n'êtes pas sans oublier la réforme sur, par exemple, la gestion des acomptes. Est-ce que tout le monde est totalement aux normes dans ses conditions générales de vente et d'achat? Sur votre code TVA, est-ce que vous êtes capable de distinguer matériaux et services? Voilà des questions qui peuvent être intéressantes de se poser et de mettre en place les contrôles qui permettent de s'en assurer, je dirais, nativement dans son processus. Voilà, on parlait de la qualité des données. Je crois que l'exemple qui a été donné ouvrait les perspectives sur des capacités de pilotage dont tous les directeurs achats ont rêvé. Avoir l'accès à la donnée directement brute depuis son fournisseur à la ligne de commande, c'est quelque chose que je pense peu d'entreprises ont, et ça donne des nouvelles perspectives dans les négociations, évidemment. Et puis après, il y a un côté fiscal aussi, c'est-à-dire que la réforme, elle est essentiellement fiscale. Donc, il y aura l'impact sur tout le reporting fiscal. À terme, bon, c'est pas tout de suite, normalement, la DGFiP est censée justement transmettre le draft de reporting, reporting de CA3. Ouais. Donc, il y aura aussi tout cet impact-là et toute cette simplification-là qui sera induite dans quelques temps. Oui, puis il y a un point aussi autour de l'attractivité, puisqu'on l'évoquait et on l'évoque depuis le début. Finalement, on va transformer l'ensemble des processus de l'entreprise. On va transformer finalement aussi le quotidien des collaborateurs derrière leur PC, derrière leur système d'application. Et clairement, c'est aussi un enjeu majeur que de pouvoir mettre en place, on l'évoquait, des workflows, travailler davantage l'exception, donc automatiser un maximum de traitement. Et c'est aussi essentiel de rendre finalement l'outil, le système d'information attractif en intégrant tout ce qui va être pour système d'expérience utilisateur, capacité de navigation dans le système, partage d'indicateurs également, de la mobilité, rendre tout ça plus intuitif pour que chacun s'y retrouve et puis qu'on arrive aussi finalement quelque part à retenir un petit peu les collaborateurs. On sait que c'est un secteur où le recrutement est pas mal en tension et pour le coup mettre à disposition des outils qui donnent envie, c'est aussi important. En tout cas chez nous on a mis un UX designer, donc une personne qui travaille l'expérience utilisateur à chacune des étapes de nos logiciels, de nos solutions, pour justement pouvoir simplifier au quotidien le travail de l'ensemble de nos collaborateurs et puis faciliter aussi l'adoption de nos solutions. Et puis plus être conscient finalement de la contribution de chacun aussi en partageant des indicateurs à travers l'application. En fait, ça induit aussi un vrai changement de métier au sein de la compta fournisseur, tout simplement. C'est-à-dire que le comptable fournisseur qui saisissait, il ne va plus saisir, tout simplement. Il va quelque part vérifier des flux, c'est-à-dire il va traiter les anomalies. Et c'est assez fondamentalement différent. C'est beaucoup plus c'est plus intéressant, c'est clair. Et ça, effectivement, ça permet aussi de pérenniser les populations parce que des comptables, il y en a de moins en moins et parce que c'est un métier qui est de moins en moins attractif. Donc là, ça donne aussi un regain d'intérêt pour ce métier-là, effectivement. Plus de contrôle et plus d'analyse. Ouais. Juste pour partager un chiffre par rapport à ce que tu disais justement, on considère avec une solution de démat que là où on passait une demi-journée à faire de la saisie de factures, on est plutôt à un quart d'heure, 20 minutes pour un collaborateur qui va uniquement se focaliser justement sur les exceptions, sur les anomalies, et donc on a un vrai gain en termes d'efficacité. Sur la gestion des anomalies et justement comment c'est vrai qu'un comptable aujourd'hui il arrive dans une entreprise où il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de workflow, ça donne pas envie. Par contre, derrière les outils auxquels on peut penser, il y a certains cas d'usage qui vont effectivement j'ai essayé de m'exprimer sur cet exemple, c'est finalement comment on va donner les outils aux comptables justement pour gérer les exceptions. Parce que
passer de une journée à 15 minutes. Ça veut dire, et ça revient un petit peu à la slide précédente où on essaie de montrer cette approche de bout en bout, comment certains se sont peut-être dit mais pourquoi ils mettent le contrat dans ce puzzle là de processus. Et en fait, ce matin, j'entendais, on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de cas d'usage sur l'intelligence artificielle en direction financière. Ben, voilà typiquement des cas d'usage qui existent, qui sont dans des outils souvent packagés, qui ne demandent pas à l'entreprise de développer ses propres algorithmes, hein, des outils embarqués, qui embarquent soit du machine learning, soit de l'intelligence artificielle, et qui vont permettre d'aller à un comptable qui reçoit, alors je vais prendre un exemple de facture de vente, on reçoit des paiements, on sait tous que le lettrage des paiements, c'est un processus qui est assez compliqué et qui est un processus de data. Et finalement, on a plusieurs sources de données, dont la base contrat. Et finalement, il y a des outils qui aujourd'hui permettent un lettrage automatique qui va bien au-delà de ce que permet, et je ne sais pas pour Sage, mais en tout cas de ce que permet l'ERP de manière générale. Donc voilà un exemple d'intelligence artificielle appliquée sur le lettrage des clients. Et quels sont les acteurs qui sont en place, qui peuvent accompagner les entreprises actuellement ? Alors, quand on a réfléchi ensemble à ce sujet-là, on est parti en fait de différentes études qui nous montraient que les acteurs ils venaient de différents domaines. Et en fait, on a été obligé d'élargir ce slide qui était très orienté P2P, parce qu'en fait, il y a les acteurs qui viennent du process, donc soit du P2P, de l'order to cash. Il y a aussi, évidemment, on parle d'un sujet de compliance, donc il y a les acteurs qui viennent de la conformité, on ne citera pas de nom. Il y a les acteurs qui viennent de la gestion documentaire, de la gestion des données, c'est un sujet, les EDistes sont très présents sur les candidats PDP. Il y a même des acteurs qui viennent, et ce matin, c'est marrant, il a été cité, cet acteur qui vient du monde du paiement, qui a perdu 59% de sa valeur en une journée. Voilà. Et puis il y a évidemment les ERP. Mais en fait, au final, il y a un grand nombre de candidats. Pour l'instant, évidemment, aucun n'a été sélectionné, tout a été reporté. Ça laisse du temps pour se préparer. Il y a cette obligation de pouvoir échanger entre tous ces candidats PDP, qui est une complexité probablement, je ne sais pas si vous pourrez en parler, mais qui est d'une complexité importante. Et finalement, il faut voir dans son analyse de son SI, de ses processus, où sont ses points de faiblesse, qu'est-ce que l'on souhaite vraiment améliorer, parce qu'il n'y a pas de mouton à 5 pattes, donc d'où le petit mouton que vous voyez là. Oui, juste pour compléter, effectivement, on le voit bien, le schéma le résume bien. En fait, il y a un ensemble d'éléments qui gravitent autour de son système d'information et qui rendent tous ces éléments-là un peu plus complexes. Et c'est dans notre approche, finalement, pour essayer de simplifier, nous, en tout cas, on a pris une option chez Sage, c'est d'avoir une plateforme digitale qui rassemble un peu tout ça, qui va s'appelait pour le coup Sage Network, mais peu importe le nom, finalement l'idée c'est d'avoir dans une seule et unique plateforme eh bien, cette capacité à répondre à l'obligation légale, la conformité autour de la facture électronique, donc communiquer avec la plateforme publique, hein, gérer tout ce qui est statut, e-reporting, etc. Mais aller beaucoup plus loin puisqu'on a déposé également un dossier en tant que PDP et là pour le coup effectivement le cahier des charges est significatif, on y travaille, notre dossier a été accepté, on n'a pas été certifié pour l'instant, mais clairement le dossier a été accepté et va être traité dans la démarche de la DGFiP, hein, dans les différents dossiers qui sont en cours de traitement. Et puis derrière, au-delà de cette capacité PDP, l'idée c'est justement de pouvoir simplifier finalement à travers nos produits, bien finalement toutes ces briques-là, en apportant des services complémentaires qui peuvent être associés à des services banking, à des services de démat complémentaires qui iraient plus loin, de l'EDI, on imagine bien, et puis le traitement de toute cette donnée, puisque l'ensemble de cette donnée va arriver aussi sur cette plateforme, et on va pouvoir l'exploiter avec de l'IA justement qui est déjà pluguée. Et l'idée de cette intégration de la PDP justement sur cette plateforme et de cette certification, c'est d'avoir un seul point d'entrée pour les entreprises qui utilisent cette typologie de plateforme, pour être à la fois conforme et pouvoir aller plus loin, s'interconnecter avec les API à d'autres PDP, on pense aussi au réseau PayPal hein, au niveau européen, et pour le coup il y a une vraie transformation qui s'opère de manière plus large, puisqu'il y a la directive VIDA en 2028, si je ne dis pas de bêtises, qui va arriver, qui a été reportée je crois. On ne m'a pas informé des derniers reports, mais en tout cas qui fait avancer le projet aussi chez nos voisins espagnols, en Allemagne, enfin dans différents pays autour de nous.
Et clairement, cette plateforme va permettre aussi de faire communiquer les entreprises de manière beaucoup plus internationale entre elles. Et là, on voit bien qu'il y a un intérêt de simplification de tout cet écosystème qui gravite autour de l'ERP ou du système d'information de l'entreprise. Alors, pour reparler sur Vida, effectivement, ce qui est intéressant et ce qui est un peu, bon, allez, on va dire flippant un petit peu, c'est que là, il y a des projets qui sont partis en Roumanie, qui sont partis en Pologne, qui sont partis en Espagne il n'y a pas très longtemps. J'ai compris que l'Allemagne et la Belgique allaient être un peu décalées. Et grosso modo, ils partent sur des modèles qui sont un peu différents du nôtre. Donc ça veut dire que grosso modo, ce dont on est en train de parler là, et qui va être valable pour 2026-2027, bah, il n'est pas impossible qu'en 2028 et un petit peu après, on ait à revoir notre copie un petit peu, parce que harmonisation européenne, etc. etc. Et c'est vrai que bon, l'avantage, c'est qu'on a un modèle qui est assez complexe quand même. Donc normalement, on devrait à peu près, grosso modo, rentrer dedans. Et l'avantage, c'est qu'on y aura déjà travaillé. Là-dedans, dans ce que présentait Guillaume, ce qui est vachement intéressant et la question qu'il faut vraiment se poser, c'est quel est mon landscape informatique, c'est-à-dire c'est quoi mon paysage informatique, et grosso modo, où je veux aller. C'est-à-dire que j'ai échangé avec tout un tas de pairs du CAC 40, on n'avait pas du tout les mêmes stratégies, parce qu'on n'avait pas les mêmes forces, les mêmes faiblesses. Certains ont dit, bah, tiens, on va utiliser ce truc-là pour complètement changer notre système de P2P. D'autres ont dit, bah, moi je fais de l'EDI, donc de toute façon, je ne vais pas bouger de partenaire, je veux le moins de disruption, de changement possible. D'autres ont dit, bah ouais, moi, je suis au top partout, donc je vais juste mettre une petite couche de compliance au-dessus, et puis comme ça, je serai tranquille. Donc, il n'y a pas une boîte qui a la même stratégie. Donc les stratégies, c'est vraiment entreprise par entreprise, en fonction de son contexte, en fonction de ses problématiques et de là où elles veulent aller. Mais par contre, un des points qui est commun, c'est qu'il va falloir regarder les choses dans leur globalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste se dire je vais brancher le truc et ça va aller. Comme vous l'avez dit, il y a des services complémentaires qui sont offerts par les PDP, et c'est très important, parce que si je n'ai pas de workflow, comment je vais valider mes factures? Si j'ai pas, comment je vais optimiser justement l'utilisation de ces données, etc. etc. Donc c'est ça les questions qu'il faut se poser quand on choisit un partenaire, c'est vraiment où sont mes forces, mes faiblesses et où est-ce que je veux aller. Quelle conduite de projet pour être efficient? L'équipe projet. Alors sur la conduite de projet, en fait, on a vraiment besoin de réfléchir à ce type de projet. Et en fait, vous avez entièrement raison, c'est pas un projet franco-français, c'est un projet international. La Roumanie, la Pologne, ce sont les deux exemples que moi j'avais en tête aussi. C'est vraiment un projet d'entreprise. Et donc on parlait, un peu comme pour les éditeurs, on a dit qu'il y avait des gens qui venaient du monde du process. Et il va falloir avoir dans un projet de invoicing, avoir quelqu'un qui est capable de comprendre en détail le process achat, le processus vente. Et il va peut-être falloir embarquer aussi tout son écosystème, que ce soit les sous-traitants, les logisticiens, évidemment les employés. Dès qu'on parle de workflow de validation, en fait, c'est la spécificité un peu des projets procure-to-pay, c'est que ça touche tout le monde dans l'entreprise, ou peut-être pas tout le monde, mais en tout cas une bonne partie des gens. Donc, voilà. Et finalement, le DAF, le comptable, le trésorier, ils viennent pour moi qu'en deuxième ligne. Ne pas oublier aussi quelques prestataires importants, type banque, société d'affacturage, si jamais on fait appel à ça. Les experts comptables, ils peuvent être d'une grande aide, surtout quand on est une petite structure. C'est le premier point de contact à aller contacter. S'il y a besoin d'un expert fiscal, en trouver un. Il ne faut pas croire qu'il y a des experts fiscalistes qui traînent sur la place à attendre du boulot. Donc il reste 2 ans. Vous avez besoin, on parle de projets qui durent entre 6 et 9 mois. S'il y a besoin d'expertise, il faut aller quand même la chercher. Et puis en transverse dans tout ça, impliquer sa DSI, c'est un projet, je l'ai dit pour moi, un projet fiscal et data. En tout cas pour atteindre le niveau de compliance. Si on veut aller au-delà, évidemment, il faut peut-être revoir ces processus, qui devient une autre dimension. Mais c'est pareil côté éditeur,
consultants, intégrateurs. Il n'y a pas non plus des centaines de milliers de personnes qui attendent ça. Or, il y a 4 millions d'entreprises en France. Toutes, évidemment, ne sont pas équipées. Il y en a quand même beaucoup de TPE là-dedans. Mais enfin, il y a quand même du monde qui est en train de s'équiper. Et il y a quelques gros qui prennent les consultants et qui sont bien outillés. Voilà. Donc voilà pour le... Est-ce que ça répond? Je décide de me lancer et comment est-ce que je construis mon projet? Alors, c'est vrai que j'enchaîne un peu là, mais c'est en fait c'est s'informer. Alors s'informer, une présentation comme celle qu'on fait aujourd'hui, c'est intéressant. On ne va pas dans le fond des sujets, on ne vous a pas parlé des champs indispensables à avoir dans sa master data. Vous repartirez peut-être avec cette question chez vous. Donc il faut comprendre la réforme, et comprendre la réforme, ça veut dire aussi lire les fichiers sémantiques, ouvrir les fichiers sémantiques, lire les différents cas d'usage. Il y en a 26, tous ne sont pas applicables. 36. Ça augmente de jour en jour. Ouais, non, 36. Et être capable justement ces cas d'usage de cartographier en fait toutes les données qui sont appliquées. Cette démarche-là, elle est vraie en France, elle est vraie actuellement dans le projet qu'on mène en Malaisie, en Pologne, en Roumanie. Elle était vraie il y a 10 ans quand on faisait un projet de démat. C'est exactement toujours la même démarche pour arriver à faire son cahier des charges et arriver à sélectionner finalement l'éditeur qui va répondre à nos besoins. Et il n'y aura pas d'éditeur parfait. C'est toujours un trade-off. Ce qui est assez perturbant dans ce type de projet, alors déjà on a fiscalité, comptabilité, process, donc le truc ça bouge pas trop les foules quand même au sein de l'entreprise, et en plus on se dit oulala, fiscalité, comptabilité, process, ça va être compliqué. Et donc du coup il y a pas mal de fonctions qui s'en détournent et qui devraient être impliquées, la facturation, etc. Il y a des dimensions qui sont vraiment obligatoires. Il faut vraiment anticiper, typiquement, tout le travail sur les master data. Tu en avais parlé, c'est un truc fondamental. Parce que le jour où on va se réveiller, que les master data ne seront pas bonnes, qu'on va envoyer les factoches sur le portail et qu'elles ne pourront pas rentrer, et donc on n'aura plus la rentrée de cash parce qu'on n'aura pas pu facturer notre client, on ne sera pas bien. Donc ça s'anticipe vachement. Après, c'est en termes de gouvernance, la gouvernance, elle est assez fondamentale. C'est-à-dire, on a vu qu'il y avait plein d'acteurs. Il faut des personnes qui comprennent un peu tout ça. Il n'y en a pas beaucoup, et qui puissent coordonner. Donc le RACI à la base, c'est-à-dire définir les rôles et responsabilités de chacun sur c'est quoi ton bout de travail sur ce sujet. Il est vraiment fondamental, parce que sinon, tout le monde va vous dire ouais, mais soit c'est un truc fiscal. C'est la fiscalité de se démerder, et la fiscalité va vous dire ouais, mais c'est pas moi qui comptabilise les factures et c'est pas moi qui les émets. Soit le gars qui émet les factures va vous dire ah ouais, mais moi je suis logisticien, je m'en fous, c'est un truc fiscal, j'y comprends rien moi, je suis pas comptable. Et donc du coup effectivement il y a quand même des bouts de processus qu'il faut être intégrés. Il faut prévenir ses clients, il faut regarder quel va être l'impact sur chez L'Oréal, par exemple, nous, on travaille avec des coiffeurs et des pharmaciens, par exemple. Mon coiffeur, quand je vais lui envoyer sa facture électronique sur le portail, je ne suis pas sûr qu'il soit en capacité de la recevoir. Donc, effectivement, on va peut-être doublonner avec un PDF pendant un moment, de manière à ce que ça puisse rentrer gentiment, et puis que la personne comprend qu'il a un truc à nous payer quelque part. Donc, ça, c'est très important. Le RACI, je pense. Déterminer vraiment les rôles et responsabilités de chacun là-dessus. C'est effectivement super important. Et juste pour compléter, donc on a la chance d'accompagner chez Sedge les entreprises, pas que des grandes entreprises pour le coup, les TPE, les experts comptables, donc tout le panel d'entreprises. On avait envoyé un petit sondage en juin pour prendre un peu la température, et on s'est aperçu qu'il y avait à peu près 70% des entreprises que l'on équipe plutôt petite taille qui n'étaient pas du tout sensibles au sujet. Ce qui veut dire que voilà, c'est un sujet qui a été mis de côté. Alors globalement, plutôt les grandes entreprises sont déjà équipés, on a évoqué de DI, de projets de démat, etc. Donc il est maîtrisé le sujet. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un ensemble d'entreprises aujourd'hui qui ne sont pas forcément sensibles à ce sujet-là. Ils s'appuient bien souvent sur leur éditeur pour pouvoir être conformes, n'ont pas forcément la capacité non plus d'avoir une équipe projet qui va accompagner, qui va structurer toute la démarche, mais clairement, ça va être essentiel
de les intégrer également dans cette démarche, puisque le coiffeur, hein, il va subir finalement quelque part à un moment donné les obligations qui vont être imposées par son client ou son fournisseur en termes de PDP, choix de PDP, d'interopérabilité. Et donc ça va être un écosystème qui va être impacté et qui va devoir justement s'aligner. Et c'est pour ça que nous, le message que l'on passe globalement, c'est effectivement de se préparer dès maintenant, d'anticiper tous ces sujets-là. On parlait de données, de cartographie, de comprendre un petit peu ce qui va changer demain. Et bah, c'est aujourd'hui, on a la chance d'avoir un report quelque part. Je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais en tout cas, voilà, on l'a devant nous et il faut l'optimiser pour se préparer à cette réforme. Mais on est encore dans les délais. Oui. Oui. On a terminé la présentation, on a laissé 10 minutes pour des questions-réponses de la salle. S'il y a des gens qui veulent poser des questions. Oui. Oui, bonjour, merci pour vos échanges. Je voulais savoir, moi, concernant les plateformes PDP, il va falloir qu'elles soient certifiées. Ça veut dire que les entreprises vont choisir leurs partenaires une fois que les PDP seront certifiés. Donc, c'est à quelle date il faut se positionner? Dernier échange qu'on a eu avec la DGFiP, alors on n'a pas eu de réponse claire comme sur le reste, hein, c'est un classique. Je crois que c'était premier pour moi, il faut qu'elle puisse se connecter sur la plateforme de l'État, qui n'est pas prête. Et j'avais cru comprendre que c'était quoi, Q1 2024. Ouais, donc, c'est ça, on est, hein. ouais, tout à fait. Nous, on travaille quotidiennement avec les équipes de la DGFiP. On a des personnes qui sont en interaction. Et clairement, l'idée, l'objectif de la DGFiP, c'est justement de continuer cette partie certification aussi pour voir un peu quels vont être les challenges auxquels ils vont être confrontés, hein, puisque ça, côté éditeur, côté PDP, côté équipe technique finalement pour construire la plateforme. Et puis derrière, continuer aussi à partir de janvier 2025 à lancer ce qu'on va appeler des pilotes. On a la chance nous aussi d'avoir 3 produits chez nous dans notre gamme de produits qui sont retenus en tant que pilotes pour pouvoir un peu aussi se connecter, voir quels sont les retours et ajuster, puisqu'on sait très bien que sur cette phase 2025 jusqu'à septembre 2026 et même probablement après, il y aura des ajustements, des petits coups de clé à mettre pour pouvoir bien interagir entre les différentes plateformes. La nouveauté dans le cadre du décalage, c'est qu'en fait la certification, elle aura lieu en 2 temps. C'est ce que j'ai compris, hein, c'est qu'il y aura une première certification, une pré-certification quelque part sur dossier. Et comme la certification définitive doit avoir lieu après des tests, c'est-à-dire après qu'on ait pu tester la validité du PDP sur la plateforme de l'État qui n'est pas prête, il y aura d'abord la liste des partenaires pré-certifiés qui sera à disposition des entreprises, et puis ensuite il y aura les mécanismes de certification définitive. Mais excusez-moi, ce serait 2024 ou 2025 ? 2024, en fait, il y aura les pré-certifications. Et puis après, pour voir si la connectique vraiment fonctionne bien, bah, ça pourra avoir lieu que début 2025, puisque la PPF ne sera ouverte que début de 2025 pour pouvoir vraiment faire des tests avec l'ensemble des solutions. Donc 2024 sur papier, et puis après, derrière, de manière plus précise avec des interactions. Et puis probablement une date, mais là, pour le coup, je n'ai pas l'information de certification vraiment officielle qui valide que bah, tout fonctionne bien. Autre question ? Je crois qu'il y avait une question là-haut. Ouais. Hop. Bonjour. Je pense qu'il y a une bonne partie des entreprises qui utilisent des ERP dans laquelle la comptabilité n'est pas forcément intégrée. Donc tout à l'heure, vous parliez d'optimisation par rapport à la dématérialisation des factures. Ouais. Mais comment éviter une double comptabilisation si ces nouveaux flux de factures dématérialisées sont déversés directement dans la comptabilité? Voilà. Moi, aujourd'hui, tous mes flux de factures passent par l'ERP. Et l'ERP est connecté avec la compta. Demain, comment est-ce qu'on fait pour anticiper ce flux dématérialisé de factures pour éviter d'avoir une double comptabilité, à rapprocher 2 systèmes de gestion?
Alors, je vais essayer de répondre en restant quand même, mais on peut en discuter au café. Donc, l'intégration entre les comptas auxiliaires et votre compta général n'est pas nécessairement impactée par ce dont on parle là. En revanche, il faut que les flux qui sont... voilà, en fait, on va plus penser en documents, on va penser en flux. Et donc, il faut savoir que la donnée va vous arriver d'un portail, peut-être dans votre ERP, peut-être sur un outil externe, que cet outil externe va devoir se déverser dans votre comptabilité. Enfin, il y a tous les schémas possibles, et donc je ne veux pas rendre le sujet moins complexe qu'il n'est, en disant qu'il faut vraiment analyser le flux de données que vous allez avoir. Et peut-être j'ai pas compris votre question, et auquel cas, je suis avec plaisir pour revenir là-dessus. Mais il n'y a pas de... Voilà, compta auxiliaire, compta général, ça reste la règle. Oui, ok. Peut-être faites-moi un schéma et je vous réponds sur le workplace de la DFCG. Mais ce sont des sujets qui sont quand même assez compliqués, et c'est vrai que sur tous ces sujets-là, que ce soit des flux de données, voire des cas spécifiques TVA, je vais vous dire, parfois il faut aller voir à la source de l'information, il faut aller rentrer dans le détail du cas d'usage, il faut poser avec les experts qui connaissent votre SI, qui connaissent le processus métier, pour vraiment décortiquer ça, et parfois aller poser la question à la direction des finances publiques, parce qu'il n'y a pas la réponse quand on exporte des matériaux et que en fonction de... En fait, là, actuellement, vous avez grosso modo peut-être des factures papier ou des factures PDF qui arrivent avec un certain niveau de détail. Ce niveau de détail, il n'est pas complètement utilisé par la compta, clairement. Quand un comptable il saisit les factures, il ne saisit pas tous les éléments de la facture. Là, dans le cas de la facturation électronique, je veux dire, l'ensemble des éléments est dématérialisé, tout. Donc ça veut dire que quelque part, et c'est là où il y a tout l'enjeu de l'intégration de données, c'est qu'est-ce que vous allez utiliser, qu'est-ce que vous n'allez pas utiliser. Et par contre, vous aurez la possibilité d'utiliser l'ensemble des éléments des données de la facture, quels que soient ces éléments. Que ce soit des éléments descriptifs ou que ce soit des éléments, genre le coût, toutes les informations sur le fournisseur, etc. etc. Donc, et ce sera à vous de définir effectivement, quand vous allez construire votre solution, les éléments que vous voulez ramener et les modifications que vous voulez faire et l'utilisation que vous voulez faire de ces éléments-là, versus, nous, chez L'Oréal, par exemple, on a regardé tout un tas de trucs, tous les nouveaux champs, on a dit, pour comptabiliser la facture, on s'en fout. On a nos trucs qui sont... on a des routines qui fonctionnent très bien. Le code type facture, honnêtement, je m'en balance. Donc, je vais pas le reprendre. Je vais le laisser quelque part avant le RP. Parce que j'en ai pas besoin. Peut-être que des entreprises vont dire, tiens, c'est peut-être intéressant parce que j'aurai d'autres usages, et vont vouloir utiliser ce détail-là. Et donc, c'est quand elles feront leur projet que elles devront réfléchir sur quels éléments de cette facture elles vont ramener dans leur ERP, dans leur compta auxiliaire et après dans leur ERP. Ouais, je pense que finalement ça rejoint le sujet qu'on évoquait tout à l'heure de la cartographie, hein, des entreprises qui ont différents outils de facturation, qui font de la facturation intergroupe, qui ont un site marchand qui va permettre de faire de la facturation, un portail fournisseur. C'est finalement autant de sources qu'il va falloir clairement identifier et regarder quel va être le référentiel commun et unique qui va ensuite se déverser dans la partie comptabilité. Et c'est clair que, pour le coup, par rapport à ce que tu évoquais précédemment, les projets de dématérialisation, tout du moins les entreprises qui sont déjà dans des projets de dématérialisation, ont franchi globalement ce cap, se sont déjà posé ces questions, et c'est une bonne mise en bouche, en tout cas, par rapport à la réforme, que d'avoir une application de démat de sa partie facture fournisseur, entre autres. Oui, tout à fait. Tout à fait. Sur les intragroupes, par exemple, c'était une des grandes problématiques. On se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire des intragroupes? Est-ce qu'il faut les passer par le portail? On avait des routines ultra sophistiquées. Et en fait, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer... Alors, je ne sais pas si ceux qui utilisent SAP, mais on va continuer on va dissocier les flux, avoir des flux de facturation. Donc,
on va se balancer des factures au format XML sur le portail de l'État, et puis à côté de ça, on va se balancer des IDOC entre nous, qui seront des fichiers de comptabilisation qu'on utilisait avant et qu'on va continuer à utiliser. Et puis, finalement, ça ne va pas énormément changer nos process, alors qu'on aurait pu tout casser, repasser par le portail de l'État, recapturer les informations, les rebalancer de l'autre côté, etc. Donc finalement, il y a plusieurs façons de faire les solutions, de manière très simple ou très complexe, en fonction de ce qu'on peut en retirer et surtout de ce qu'on ne veut pas toucher. Merci. Une dernière question ? Oui. Bonjour. On parle de cette réforme au niveau européen. Comment se positionne aujourd'hui le reste du monde, notamment l'Asie, la Chine, avec qui quand même on est amené à travailler dans pas mal de nos activités, ou même les États-Unis, vis-à-vis de ces échanges? On parlait, alors, européens, Chine, États-Unis. Alors, les États-Unis, ils n'ont pas grand-chose pour l'instant, donc on est peinard. La Chine, ils ont commencé avec la IFA-PIAO. La Malaisie en cours. La Malaisie est en cours. En fait, toutes ces réformes-là, ça a commencé en Amérique latine. Et puis c'est en train de gagner le monde entier. Les pays arabes s'y sont mis. L'Arabie Saoudite y est passé il n'y a pas très très longtemps. Israël est en train d'y passer. Je crois qu'ils doivent y passer en mars. Donc, j'allais dire, globalement, si vous travaillez à l'international, vous allez en avoir partout, en fait. Chez L'Oréal, on a monté un programme de e-compliance global, justement parce qu'on a des projets ERP Core, donc S4HANA, pour ne pas les citer, et derrière, on va utiliser la même technologie à peu près partout, parce qu'il y a des différences dans ces réformes. Le modèle polonais ou roumain, ce n'est pas le modèle français, c'est clair. Mais après, il y a aussi des points de convergence. Et les solutions sont à peu près les mêmes. Donc l'idée, c'est comment, derrière, on arrive à adresser, à monter des competency centers, des centres de compétences sur ces sujets-là, que ce soit au niveau métier, au sein de nos centres de services partagés, ou que ce soit au niveau IT, au sein des services partagés IT, pour justement travailler et maintenir ces solutions et accompagner quelque part les pays dans les différents projets. Typiquement, quand ils ont commencé la Pologne, moi ça faisait 1 an que je bossais sur la France, donc la techno, je savais exactement où on allait aller. La démarche, elle est relativement simple, c'est des données et des cas d'usage. Donc ça paraît super compliqué quand on lit les 200 ou 300 fichiers données du format sémantique, mais à la fin, c'est des données et des cas d'usage. Ce n'est que ça. Et donc, la démarche, elle est rigoureusement la même en Pologne ou en Roumanie. Donc, on arrive à trouver les mêmes démarches. C'est comprendre ces flux, c'est-à-dire qu'est-ce que je facture à qui et quel est l'impact de cette loi sur mes différents flux de facturation. Donc, cette analyse, on n'a pas besoin de lancer son projet pour la commencer. On peut la commencer dès maintenant. Et d'ailleurs, c'est plutôt sain de la commencer en avance de phase pour comprendre qu'est-ce qui va m'arriver et surtout, quel va être l'impact de la réforme sur mes flux. Donc là-dessus, on a pu les accompagner sur les différents projets internationaux. Est-ce que ça répond à la question? D'accord. Monsieur avait une question? Comptabilisation. Oui, c'est pour ça qu'on a dissocié quelque part les 2 types de flux. Flux de facturation, flux de comptabilisation. La facture est envoyée aujourd'hui. Ce qu'on fait dans les flux intragroupes, c'est qu'on s'envoie des IDOC et puis à côté, on sort un PDF. Comme ça, le PDF, c'est la facture, elle fait foi. Et de l'autre côté, on s'envoie des IDOC pour comptabiliser la facture. Et là, comme on continue cette comptabilisation via IDOC, donc on ne touche rien. Par contre, effectivement, le PDF, on va le convertir en XML format du socle, donc UBL ou C2I. Encore une question? Non? Bon, merci beaucoup pour votre attention.